Allez, bonsoir à tous. Voilà, dernière vidéo de l'année littéraire. Petit à petit, les dernières boucles se bouclent, puisqu'il ne nous reste plus qu'une réception mercredi prochain. Et on réalise eh bien, tout le travail accompli, mine de rien. On aura l'occasion de reparler de ça et de faire un bilan, on va dire, global de l'année écoulée, un bilan d'exercice, quelque chose que je tiens à faire et que je vous dois. Bien, sur ces douces paroles nostalgiques, allons-y. De quoi parlons-nous ce soir? Eh bien, nous parlons des tragédies complètes d'Eschyle, livre, entre guillemets, hein, sous sa forme qu'on connaît, et qu'on a paru, on va dire, dans nos contrées et à notre époque, livre qui fait 380 pages. Alors bien sûr, ce sont des œuvres du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc voilà, ça n'a pas grand sens. L'auteur en est bien sûr, en l'occurrence, Eschyle, et normalement, vous trouvez ces œuvres-là en folio à 10 balles. Généralement, je saurais pas dire, tous les 2-3 ans peut-être, je me fais un petit tour des grands classiques grecs. Cette fois, je vais les espacer. On se fera les 3 grands tragédiens quand même. Je pense qu'on en fera un par an. Et donc, nous commençons par l'aîné, par Eschyle. Alors, avant de faire sa biographie en quelques mots, et tant que j'y pense, c'est vrai que j'ai hésité à faire avant, en urgence, entre guillemets, la mythologie grecque et romaine, notamment par Comelin. Mais j'avais pas forcément envie de le relire maintenant, pas forcément le temps non plus. Et ça aurait été, je pense, vraiment un catalogue si je travaillais, on va dire, la forme dans l'urgence. Mais voilà, si un jour vous ne connaissez pas et que vous avez envie de vous plonger dans la tragédie, je vous recommande quand même de commencer par comme l'ingédie ou autre, hein, peu importe, mais c'est excessivement important si vous voulez resituer tout ce dont on va parler, parce que le répertoire de la tragédie, comme d'ailleurs à peu près tout ce qui se produit dans la Grèce classique, il fait référence. Je ferai peut-être un onanisme et découverte un jour. On verra, je ne vais pas non plus attendre la Vox Populi qui n'existe pas trop encore sur la chaîne, mais bon, s'il y a de la demande de la part de gens qui n'y connaissent rien et qui voudraient on va dire une introduction, on va dire les grands thèmes, peut-être que je le ferai. Alors venons-en à Eschyle. On ne sait pas forcément grand-chose sur sa vie, et bien on l'excusera en disant qu'elle s'est déroulée tout de même il y a 2500 ans, puisqu'Eschyle est en effet né en 525 avant Jésus-Christ, en Attique, donc la région d'Athènes, chez les Eupatrides, qui est la classe nobiliaire athénienne. Est-ce que c'est une classe sociale archaïque? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est une étiquette? Bon, le terme est assez discuté. Il est en tout cas, ça c'est une certitude, membre d'une famille puissante, et il a 15 ans lors de la grande réforme de Clisthène qui pose eh bien, les bases de ce que sera la démocratie athénienne, c'est-à-dire, on dira-t-on, le démos qui supplante eh bien, l'origine familiale. Alors, mais ce n'est pas tout, puisqu'il a une vie bien remplie. Il participe à la bataille de Marathon, c'est en 490 avant Jésus-Christ, puis celle de Salamine en 480, qui sont, on sait, les triomphes athéniens, et son frère Sinégir, prononcé à la française, est célèbre pour avoir posé la première main sur les navires perses en retraite à Marathon. Il y laissera d'ailleurs et la main et la vie. Alors, nonobstant ses participations guerrières, il remporte sa première victoire au concours tragique entre les deux batailles, en 484 avant Jésus-Christ. Et donc il vit les grandes époques de la politique athénienne, disons pré-guerre du Péloponnèse, sans que l'on sache tout de ses opinions et de ses oppositions. Il meurt en 456 ou 455 en Sicile, en recevant une tortue sur le crâne, qu'un oiseau eh bien, aurait confondu avec une pierre du fait de son alopécie.
C'est une anecdote que je connais depuis tout gosse, puisqu'elle était dans ce livre formidable qui s'appelle Tout sur tout, qui est le plus grand monument bâti à la gloire de l'aimable culture de salon et dont j'avais parlé dans les livres d'enfance. Bref, voilà, Échille, il est, au-delà de cette biographie, il est surtout l'un des 3 grands tragiques grecs et le plus ancien. Alors il est certain, il a été précédé par d'autres, mais il est le plus ancien conservé et donc conserve de la même façon l'aura du fondateur. La tragédie grecque, alors très rapidement, c'est une composante importante de la vie athénienne depuis environ, on va dire 530, composante aux origines religieuses, jouée pendant les fêtes de Dionysos, et qui a une immense importance sociale. Alors la tragédie, elle donne lieu à un concours, c'est plutôt le concours qui donne lieu à la tragédie, 2 concours par an techniquement je crois, un urbain et un rural, où chacun des 3 concurrents présente normalement une tétralogie avec 3 tragédies et un drame satirique. Il faut savoir que sur un temps assez long, malgré des modifications à la marge, eh bien, le système il est assez fixe. On a un chœur, on a un chef, on a un coryphée, le chef. Et pareil pour le nombre d'acteurs, qui sont toujours des hommes bien sûr, et qui passeront de 2 à 3, ne seront jamais plus, et pour vous dire, voilà, alors on reviendra sur ce passage de 2 à 3 acteurs dans une autre présentation littéraire, mais c'est une innovation majeure, donc c'est pour vous dire à quel point l'on est conservateur de la chose. Acteurs d'ailleurs qui finiront par avoir eux-mêmes leur prix, acteurs qui sont masqués, notamment alors, pour pouvoir jouer plusieurs rôles, puisque quand vous n'êtes que 2 ou 3, il faut pouvoir alterner, et eh bien, les propos sont autant parlés que chantés. La plupart des tragédies, on le verra au fur et à mesure des présentations, eh bien, la plupart de ces tragédies, elles traitent des mythes, des grands cycles épiques, et leur structure présente quand même certaines similarités. Alors, c'est le contexte théâtral brossé à très grands traits, contexte théâtral qui va d'ailleurs s'achever à peu près à la fin du 5e siècle pour la tragédie grecque, hein. On aura une reprise plus tard en contexte latin. Alors, ne sachant pas ce qui était avant, ni en même temps, à part ses principaux concurrents plus jeunes, hein, comme Sophocle, c'est très difficile de savoir ce qu'introduit Échille et là où il innove. D'autant plus que, eh bien d'abord, ces tragédies qui sont dites complètes, elles ne sont complètes que parce qu'elles recensent l'ensemble de ce que l'histoire ou l'homme a conservé. C'est-à-dire 7 pièces sur 90 tragédies et 20 drames satiriques recensés. Donc c'est très peu. Et on a une seule trilogie de tragédies complètes qui est l'Orestie, donc voilà, c'est très très peu. C'est donc une œuvre plus que parcellaire qui nous est livrée. Il faut l'avoir en tête. Et au-delà même de cette incomplétude, c'est aussi un rapport, et c'est pour ça que c'est très difficile de tout connaître, c'est un rapport aussi qui est très mimétique avec les autres tragiques, toujours en rapport avec les anciens, Homère, Hésiode et qui voulait, et ceux qu'on n'a pas retenus, mais aussi avec les philosophes et intellectuels du temps. Sa postérité à Échille est immense. Alors c'est très difficile, voire sans doute même impossible, de mesurer l'étendue, de sa postérité, plutôt de sa célébrité directe à son époque. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du 19e, et avec le romantisme bien sûr, il devient le tragédien absolu, cette espèce d'archaïque, ce païen mystérieux, ce chantre des dieux, profondément religieux et venu annoncer son message avant tous les autres. En tout cas, avant tous les autres que l'on conserve. Ce qui s'explique assez bien. Encore une fois, on parlera des autres un jour, hein, peut-être plus fins, plus psychologues, voire plus irrévérencieux dans le cas d'Euripide. Mais Échille, ça n'est pas le tragédien simplement de l'homme, mais c'est le tragédien du drame de l'homme. L'homme est englouti par l'événement, par l'intensité de ce drame, par la guerre, très souvent, par le meurtre aussi, et par tout ce qui ruine finalement l'ordre de la cité. Cette cité prévaut sur l'homme, bien comme les dieux le supplantent.
C'est assez facile de voir très souvent la punition de l'hubris chez Échille, et ce sont bien presque toujours les dieux qui viennent sanctionner l'homme, à travers les générations d'ailleurs s'il le faut, mais ce dernier, néanmoins, il est in fine coupable. Le divin n'est souvent que le facilitateur. Et donc voilà un homme qui offre aux Athéniens la cité apaisée et la guerre victorieuse, et qui offre au peuple la punition des coupables. Donc on peut comprendre sa renommée. Tous les fracas s'annoncent, le sang se flaire, et finalement à la fin, les dieux punissent et rétablissent toujours l'ordre. Donc allons voir de quelle nature sont ces tragédies complètes mais incomplètes. Et commençons par la première, par les suppliantes. Pourquoi est-ce que l'on commence par les suppliantes ? Parce que fut un temps, on pensait que cette pièce était extrêmement archaïque, due à une forme un petit peu particulière. On est revenu sur l'idée, la pièce serait d'environ 465 avant Jésus-Christ, et il s'agit en l'occurrence de la première pièce de la trilogie des Danaïdes. Alors, elle est tirée d'une légende célèbre du corpus plutôt dorien, qui mélange des récits très ancestraux et des histoires importées, notamment par contact méditerranéen, principalement avec l'Égypte. Alors, vous avez ici Io, qui est une prêtresse d'Héra, qui est, comme beaucoup de femmes aimées de Zeus, elle est transformée en génisse, alors parfois par Héra, parfois par Zeus lui-même, pour pouvoir continuer à la visiter. Et portant l'enfant du dieu, elle sera affolée par Héra, par une guêpe, je crois, envoyée par Héra, qui est jalouse, bien entendu. Elle aboutit en Égypte, où elle sera délivrée par Zeus, et elle donnera naissance à Épaphos le touché, qui sera l'ancêtre des rois d'Égypte. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que l'on parle de cela ? Eh bien parce que ses arrière-petits-fils, Danaos, et alors, encore une fois je le prononce à la française, peu importe, Danaos et Égyptos, qui sont pères respectivement de 50 filles et de 50 fils, vont entrer en conflit. Danaos sera vaincu et va s'enfuir avec ses filles, les Danaïdes, vers Argos. Les Pélages, les Argiens, ancestraux, vont accepter ces réfugiés, d'où le titre « Les suppliantes », parce que les Danaïdes sont venus supplier le roi d'Argos. Je cite le théâtre d'Échille, traduit en français bien sûr. « Sache céder, tu es une étrangère, une exilée dans la détresse. Un langage trop assuré ne convient pas aux faibles. » Lorsque débarquent les fils d'Égyptos, Danaos va feindre d'accepter les noces avec les Égyptiades, et la nuit venue, toutes les femmes vont égorger leur mari. Seule une, Hypermnestre, va épargner le sien, et c'est d'elle que descendra la lignée d'Argos, et donc la raison pour laquelle les Pélages deviendront les Danaéens chez Homère dans son Iliade. Alors, plusieurs questions centrales irriguent la pièce. Est-ce que l'on doit exposer son pays au nom du droit ? Et quelle valeur donne-t-on à l'ordalie ? Je cite le roi des Pélages. « Et me garde le ciel d'ouïr Argos me dire un jour, si pareil malheur arrivait, pour honorer des étrangers, tu as perdu ta cité. » Or, le droit ne peut être dans le mariage forcé. Comme il le dit, qui donc aimerait ses maîtres quand il a dû les acheter ? Ceci étant dit, même si le droit, on va dire, est bafoué, le refus du mariage par les Danaïdes, c'est aussi une marque d'hubris, et leur forfait est inexpiable, ce meurtre. Bien sûr, c'est de cela dont on parle. Aphrodite protégera la femme qui obéit à la loi divine de perpétuer la vie, et saura donc récompenser Hypermnestre en la laissant fonder ce qui sera une lignée royale, quand ses sœurs vont connaître la loi commune du mariage, puisqu'elles devront se marier par la suite, mais sans gloire. Alors ici, dans cette trilogie amputée, nous n'avons que le premier tiers, le saint mariage est juxtaposé au problème moral du crime, tout cela passé au tamis de la stricte équité qu'Échille s'échine à appliquer. Ces débats-là, Arès ne les juge pas d'après des témoignages, jamais telle querelle ne fut réglée par lui à prix d'argent. C'est aussi la leçon, toujours chez Échille, du divin. Sans la peur du courroux des dieux, comment protéger les faibles ? L'intérêt de la cité ne valoriserait qu'une décision rationnelle, le divin est là pour faire respecter l'humain.
c'est une leçon assez intéressante. Bien sûr, alors pour la femme, hein, il n'y a que deux choix, la vertu virginale ou le mariage. Hein, on est dans un ancien temps et un ancien monde, et pour ceux qui l'auraient, qui auraient tiqué, bien entendu, dans la mythologie, les Danaïdes sont bien sûr celles du tonneau percé du même nom, mais vous verrez qu'il y a une très forte ductilité des tragédies et des mythes chez les Grecs. C'est quelque chose qui, se compose et se décompose à volonté. Ensuite, alors j'ai passé l'image, ensuite viennent les Perses, qui est la seconde pièce présentée, qui daterait pour le coup de 472, qui fait partie d'une trilogie de pièces plutôt séparées, et qui valut à Échille le premier prix. Alors il s'agit bien entendu ici de célébrer le triomphe des Grecs, dont les prises sur les Perses se poursuivent après les guerres médiques, et donc font partie toujours de l'actualité du public, hein, puisque si l'on est, si la date de présentation, la date, on va dire, de participation au concours avec cette pièce d'Échille est la bonne, nous ne sommes que 8 ans après la bataille de Salamine. Et donc dans cette pièce, le destin avait assigné un continent à Xerxès, et son hubris sur l'Hellespont a été puni par les dieux et les héros. Je cite Échille. « Que des empires s'élèvent, que d'autres s'écroulent dans les limites de l'Asie, le fracas guerrier qui accompagne ces bouleversements n'offense pas l'oreille des dieux. C'est le lot des peuples d'Asie que de conquérir et d'être conquis. » Or, franchir la mer, pour le grand roi des Perses, c'est tomber dans le piège d'Athée, la déesse de l'égarement et de la folie. Caressante et douce, Athée égare l'homme en ses panneaux, et nul mortel ne peut ensuite s'en évader d'un saut et fuir. Et après tout, quand un mortel s'emploie à sa perte, les dieux viennent l'y aider. Alors là, tout est question de contexte historique, notamment contemporain, celui du mépris athénien pour ce barbare marin. Hein, ce sont aussi souvenirs, je ne sais pas, mais échos d'un participant à la bataille de Salamine, qu'il a été, et donc la pièce est autant la célébration directe du triomphe athénien que l'avertissement sur la nécessaire thalassocratie pour sa gloire présente et future. Elle est aussi l'importance des songes, de l'image d'un Xerxès qui met le mort aux dents de l'Asie et de la Grèce qui brisera bien entendu son char. Ceci étant dit, le vaincu est traité sans animosité non plus, puisque le Perse est un adversaire sage, en témoigne son puissant empire. La leçon, c'est la vanité de toute chose, délivrée par l'ombre de Darius, le grand roi mort, et in fine, je cite, « Nul mortel ne doit nourrir des pensées au-dessus de sa condition de mortel. La démesure, en mûrissant, produit l'épi de l'erreur, et la moisson qu'on enlève n'est faite que de larmes. » Troisième pièce isolée, les 7 contre Thèbes, qui est sans aucun doute ma pièce préférée. D'Échille est peut-être, et même très sûrement, ma pièce préférée de toute la tragédie grecque. Autant par ses propos que par les développements antérieurs et ultérieurs qui viennent agrémenter ce que l'on nomme en général le cycle thébain. Cycle thébain, ou voire pièce qui à mon avis finira un jour par être adaptée par Netflix avec des Afro-Américains et des ninjas ou que sais-je. Alors plus sérieusement, la pièce est la clôture d'une trilogie, pour laquelle Échille obtient aussi le prix en 467. Alors, comme j'ai dit, la légende des 7 contre Thèbes, elle fait partie donc du grand cycle thébain, qui est un cycle épique très ancien. En plus, les 7, bien entendu, alors on va pas se taper tout le chiffre 7, mais c'est un des chiffres les plus symboliques, je pense qu'on peut le dire, dans le monde indo-européen en général, sauf erreur en tout cas de ma part, hein, mais on y retrouve, je sais pas, le nombre de jours de la semaine, les 7 couples d'animaux d'Abraham, les 7 merveilles du monde, enfin il y a beaucoup de choses, c'est un chiffre très symbolique. Donc, rapidement, je vais quand même présenter ce cycle, disons ça comme ça, dans ce que j'en connais. Puis de toute façon, vous le retrouverez au programme des 2 autres, puisque ça fait partie des grands cycles épiques qui sont très souvent adaptés en pièces par les tragédiens. Donc dans ce cycle thébain,
pense que beaucoup de gens, ça va leur rappeler quelque chose, il y a sans doute au moins des réminiscences. Eh bien, tout simplement, ça commence avec Laios, qui désire un descendant de Jocaste, sa femme, et ce, eh bien, malgré l'oracle delphique qui lui annonçait qu'il provoquerait ainsi la ruine de la cité. C'est donc un désir criminel auquel les dieux participent, puisque, on l'a déjà dit, ils sont les facilitateurs de la perte des hommes. Or, son fils né, eh bien, Laios réalise son erreur et le fait exploser. Ce fils survit, finit par tuer un père qu'il ne connaît pas, finit par triompher du Sphinx, malédiction de Thèbes, et finit par épouser Jocaste pour régner sur la cité de Thèbes. Je pense que la plupart d'entre vous l'auront compris, nous parlons d'Œdipe, deux fils vont naître du mariage terrible entre le fils et la mère, Éthéocle et Polynice, et bon, passons sur les filles, on en reparlera avec Sophocle. Et donc le crime dévoilé, eh bien Jocaste va se pendre et Œdipe va se crever les yeux. Et ensuite, outragé par ses descendants, alors ici les mythes et les tragédies varient sur les moyens et les raisons, sur le moment aussi de sa mort, mais peu importe, Œdipe va maudire ses fils. Et donc, aussitôt morts, ces derniers vont se disputer la succession. Polynice va fuir à Argos et va revenir avec une armée face à sa cité. Et donc 7 chefs ennemis vont se présenter devant les 7 portes de Thèbes. Et comme le dit notre cher Échille, dans toute entreprise, rien de mauvais comme de mauvais compagnons. Les deux frères s'entretuent et la race de Laios va s'éteindre. C'est la vengeance de l'oracle d'Apollon Loxias, d'Apollon l'Oblique, qui poursuit une race qui vit contre sa volonté et contre son oracle. Pour autant, au-delà de on va dire, de la préscience et de l'avertissement du dieu, eh bien, ce sont les hommes qui provoquent leur malheur, puisque Laios, Œdipe, Éthéocle et Polynice ont tous dépassé leurs droits. Dans le champ de l'erreur se moissonne la mort, nous dit Échille. Alors il semble que la conclusion finale de l'œuvre, qui est assez incomplète, vienne plutôt d'une profusion de traditions dont Échille ne savait pas trop concilier les différents tenants, parce qu'en fait, alors le cycle thébain se poursuit par la suite, et tout auditeur savait que Thèbes, eh bien, elle devait plus tard tomber aux mains de ceux qu'on appelle les épigones, c'est-à-dire la revanche des fils d'Argos sur la mort des pères. Mais ici, la puissance de la pièce, quasiment tout entière, est contenue dans le patriotisme d'Éthéocle. Parce que si tous commettent le crime de sacrifier la cité à leur ambition, Éthéocle est celui qui donne sa vie pour elle. Je cite l'auteur, « N'allez pas, quand vous entendrez parler de blessés, de morts, vous précipiter dans des lamentations. C'est le vin d'Arès que le sang des hommes. » Éthéocle est donc héros, mais héros maudit, il a devant lui une mort qu'il sait certaine, un crime fraternel, sachant aussi que sa race doit disparaître, il est donc le témoin de la dévotion absolue au dieu et à sa patrie. Et voilà, la grande épopée va se finir en lamentation, plutôt pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot. En lamentation aux deux frères, et voilà, Sophocle va continuer le propos avec d'autres questions morales, ce sera Antigone, on en reparlera. Mais il ne faut pas oublier dans ce sacrifice-là que l'absence de postérité dans le monde dont on parle, ça n'est pas que la fin d'une lignée, c'est un drame beaucoup plus important, c'est aussi l'impossibilité pour le défunt de recevoir les sacrifices funèbres qu'il réclame des vivants. C'est donc un immense sacrifice, j'allais dire pour tous les personnages, plutôt pour les deux frères. Je vais me permettre, parce que j'en avais envie, de faire le catalogue des combats qui se déroulent à chaque porte et avec chaque personnage, puisque c'est quelque chose que j'apprécie, que je trouve, et je crois que c'est une référence que je fais par la suite en parlant de Sophocle, mais je trouve ça excessivement cinématographique, ou en tout cas très propre à faire travailler l'imagination de tout être un petit peu exalté, voilà, par l'histoire et par l'héroïsme en histoire. Donc commençons, c'est
Dans cette pièce, Tidée qui se présente devant la porte proïtide avec son blason de ciel ciselé, constellé d'étoiles et d'une lune radieuse, et qui se voit opposer Mélanippe. Tidée, c'est le père de Diomède, et Tidée qui, mourant dans son combat et trompé, va dévorer le crâne de son ennemi et se verra de la sorte refuser l'immortalité par une Athéna absolument dégoûtée par la chose. Tidée qui a été trompé par le devin Amphiaraos qui le détestait, mais sur les motifs et compagnie, je ne m'étale pas plus que ça. Vient ensuite à la seconde porte Capané, père de Stélénos, qui est un autre héros de la guerre de Troie. Capané l'orgueilleux, prédisant que, je le cite, « Le ciel, le veuille ou non, il saccagera cette ville et que le défi de Zeus même, s'abattant devant lui, ne l'arrêterait pas. Pour blason, il a un homme nu portant le feu, une torche flambante arme ses mains et il proclame en lettres d'or « J'incendierai la ville ». Contre ce démesuré qui finit foudroyé par Zeus vient Polyphonte. Et Théoclos est le troisième Argien devant la porte Néiste. Son bouclier porte un emblème qui n'est pas d'allure modeste. Un soldat y gravit les degrés d'une échelle appliquée au mur ennemi qu'il prétend renverser, et il crie qu'Arès lui-même ne le jetterait pas à bas de ce rempart. Viendra contre lui Mégaréus. On dirait du Transformers. Hippomédon vient en quatrième à la porte d'Athéna-Onca, et sur son bouclier, un typhée épand une vapeur noirâtre, sœur tourbillonnante du feu. Vient contre lui Hyperbios. Cinquième chef, Parthénopée l'Arcadien, vient lui à la porte nord. Il jure par la javeline qu'il tient à son poing et que sa foi révère plus qu'une divinité, plus que ses yeux mêmes, qu'il ravagera la cité cadméenne en dépit de Zeus. Sur l'écu des reins, rempart arrondi de son corps, il allait brandissant l'affronte infligée à Thèbes, la sphinx mangeuse de chair crue. Il se voit opposer lui Actor. Et à la sixième porte, seul sage, alors c'est un cratère qui représente Amphiaraos, mais peu importe, vient donc le seul sage parmi tous les chefs argiens, Amphiaraos. Aucun blason ne se voyait sur l'orbe, car il ne veut pas paraître un héros, il veut l'être et cultive en son cœur le sillon profond d'où germent les nobles desseins. Amphiaraos qui... là aussi, c'est un petit peu un topos des mythes et des cycles qui maudit ses compagnons parce qu'il sait qu'il doit mourir contre la Stène devant cette porte. Et à la mesure de sa piété, eh bien, les dieux ne le permettront pas et il sera englouti par la terre avec son char que vous voyez sur ce cratère avant d'être frappé par la lance de son ennemi. Et enfin, eh bien, à la dernière porte, se présente Polynice qui porte un écu où se montre un guerrier en or ciselé qui se voit conduit par une jeune femme, guide au front serein, et celle-ci se prétend la justice. Au malheur que les dieux envoient, nul ne saurait échapper. Et donc viendra contre lui son frère Éthéocle, sa tendresse brûlante pour la terre maternelle, presque, je trouve, et forcément mon personnage préféré de l'Iliade, cette réminiscence d'Hector, à la fois de ce sacrifice pour la patrie et de son amertume générale à l'égard des hommes, et bien sûr cela se finira par le massacre fraternel. Je me permets de boire un tout petit coup après cette présentation d'une pièce qui est d'un classicisme très marqué, mais que je trouve être la plus simple et profonde sans être simpliste. Alors la quatrième pièce, c'est le Prométhée enchaîné. Sa date est incertaine. Tout ce que l'on sait, c'est que le style et le probable ajout d'un troisième acteur semblent rattacher la pièce à une date postérieure au 7 et vient en concurrence aux innovations de Sophocle, puisque c'est Sophocle qui introduira le troisième acteur, on en reparlera. Alors c'est la probable première pièce d'une trilogie qui a ceci de spécial, cette pièce, dans ce qu'il nous reste d'Échille, qu'elle est une théomachie, donc un combat entre dieux, élément essentiel de la mythologie grecque depuis au moins la théogonie d'Hésiode. Vous voyez ici le Prométhée qui est enchaîné par Héphaïstos. Mais il manquait généralement à ces histoires des éléments moraux propres aux tragédies. Ceux qui connaissent ces combats divins dans le monde grec savent à quel point ce sont très souvent de brutales confrontations primaires, presque telluriques, et des éléments essentiels de l'histoire du monde. Ici, il s'agit d'y insérer, disons, l'élément humain, et montrer que dans l'histoire céleste elle-même,
eh bien un certain renoncement est nécessaire pour éteindre les passions égoïstes. Seul peut commander à tous celui qui se commande lui-même, qu'il soit divin ou humain. Et pour cela, pour éviter de toucher aux légendes premières et surtout pour éviter l'accusation d'impiété, accusation grave, hein, certains ne le savent peut-être pas, mais comment dirais-je, dans la Grèce, je pense à, comment il s'appelait, Diagoras de Mélos, de mémoire, excusez-moi si je me trompe sur une voyelle, mais je crois que c'est Diagoras de Mélos qui, comment dirais-je, sera condamné à mort pour impiété. Et donc pour cela, il utilise Prométhée. Prométhée, le titan et martyr éternel, qui ne sera pas même délivré de ses chaînes, même s'il l'est de son tourment par l'aigle qui lui dévore le foie, qui sera délivré de ce tourment-là par l'immense Héraclès. Et donc il était facile pour l'auteur de faire s'identifier le public à un dieu, ou en tout cas un titan, peu importe, athénien, bienfaiteur de l'humanité. Pour porter aide aux hommes, j'ai été moi-même chercher des souffrances, dit-il. Alors l'arme que fournit l'auteur au titan pour la tension dramatique, parce qu'il en faut bien une, et par le biais de quelques entorses aux légendes, c'est la connaissance par ce dernier du nom de celle par qui doit naître le fils qui détrônera Zeus à la suite des amours du roi des dieux avec la coupable. Mais il ne révélera le nom que s'il est délivré de sa punition par le dieu, qui doit donc se déjuger. Le Prométhée enchaîné nous fait assister en fait au châtiment du titan, cruel et empreint bien, de l'hubris du nouveau maître de l'Olympe. Je cite Échille, « Le cœur de Zeus est inflexible, un nouveau maître est toujours dur. » Or, il nous enseigne que dans l'ordre du monde, bien, il y a de la place pour les Prométhées à la condition qu'ils se soumettent à la loi de Zeus. C'est encore la cruelle tradition de la démesure qui aboutit, démesure dans les deux sens, qui aboutit à la modération nécessaire, même au ciel, puisque bien, c'est la clémence qui finira par obtenir la soumission. La justice n'étant pas une puissance extérieure, innée, elle est apprise de l'homme par et pour lui-même. Et donc voilà, vous avez ce Zeus qui devra apprendre cette modération du commandement à tous. Et vient ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, la seule trilogie conservée, alors moins le drame satirique qui concluait toute trilogie, la trilogie qui est donc l'Orestie, qui vous donne une des versions du mythe d'Oreste, vue par Échille, qui puise encore là dans le répertoire des plus anciennes mélopées de bien la guerre de Troie et ses conséquences. La trilogie s'ouvre avec Agamemnon. Alors pourquoi Agamemnon ? Le triomphe des Grecs à Troie est certain, mais l'inquiétude règne. Pourquoi ? Eh bien parce que la cité de Mycène connaît le prix à payer pour le triomphe et s'inquiète des comptes encore à venir. Je cite. Arès, changeur de mort, dans la mêlée guerrière a dressé ses balances. Et d'Ilion, c'est Troie. Il renvoie aux parents, au sortir de la flamme, une poussière lourde de pleurs cruelles. En guise d'homme, de la cendre, que dans des vases il entasse ses aimants. Elle sait déjà, cette cité, qui est aussi un des sous-bassements du mythe, que le roi, Agamemnon, a dû sacrifier sa fille Iphigénie à Artémis en échange bien, du sacrifice de l'innocente race troyenne. Sophocle aussi saura en tirer matière, comme Euripide. Alors, le sacrifice est fait pour normalement obtenir des vents favorables, mais dans l'idée, c'est un sacrifice d'innocent pour un autre sacrifice d'innocent. Vous avez ici Iphigénie sur, je crois que c'est une fresque de Pompéi. La cité le sait, il ne suffit pas d'être vainqueur, il faut pouvoir jouir de la victoire. Bien, comme on l'a déjà dit, la démesure est toujours punie. Il est l'heure de la vengeance, compagne de la colère. Agamemnon doit payer et ne peut échapper au malheur de sa temporaire prospérité criminelle. Le malheur et la vengeance, c'est Clytemnestre, sa femme, privée de sa fille par une ambition démesurée qui va les incarner. Je cite Échille. Car, prête à se redresser un jour terrible, une intendante perfide garde la maison, la colère, qui n'oublie pas et veut venger une enfant.
Alors Clytemnestre, c'est vrai qu'on peut dire ça ou entendre ça sans rien savoir, et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais dit qu'il vaut mieux commencer par la mythologie. Clytemnestre n'est pas un personnage inconnu et mineur. Elle fait suite donc au mythe de Leda, hein, qui conçoit Leda, Leda, hein, qui conçoit avec Zeus une paire de jumeaux, Hélène et Pollux, et avec son mari Tindar, une autre paire de jumeaux, Castor et Clytemnestre. Donc voilà, Clytemnestre est la sœur d'Hélène et la sœur des Dioscures, dont un est divin et l'autre humain. Mais là, en l'occurrence, bon, c'est sans importance, mais c'est pour vous dire à quel point tout cela est comment dirais-je, peut sembler être plein de noms barbares, mais tous existent et tous ont une existence développée au travers d'autres mythes. S'ajoute à ce tableau Cassandre, qui est donc la Pythie troyenne bien connue de sa cité sacrifiée et captive du roi. Elle voit la mort qui les attend tous, et ainsi la vengeance de Troie, et elle accepte son sort. Rien ne peut me sauver, pourquoi gagner une heure? Mais de l'heure dernière, le prix est infini. Non, le jour est venu, quel profit déjà fuir? Mais les dieux du moins ne laisseront pas ma mort impunie, un autre viendra, un vengeur, un fils, né pour tuer une mère et faire payer le meurtre d'un père. Clytemnestre est donc la vengeance et la justice, mais elle est aussi le crime, et révèle en plus de cela son adultère avec Égiste, qui est le cousin du roi. Vient donc la question centrale, à qui imputer le crime? La conception archaïque, épique, verrait simplement les Atrides punis du passé, qui serait une sorte de fatalité convenue, le fruit de pactes immémoriaux entre bien les puissances telluriques et l'homme. Échille fait lui d'Agamemnon la victime de ses actes, et de Clytemnestre la meurtrière, au mieux assistée de la vengeance, qui est une ombre. La sagesse aurait dû faire renoncer le roi au crime de sacrifier sa fille pour la ruine d'Ilion, et Ilion, Paris a été puni pour sa démesure, Agamemnon va le rejoindre, le vainqueur comme le vaincu, et je cite Échille, nul rempart ne sauvera celui qui, enivré de sa richesse, a renversé l'auguste autel de la justice, il périra. L'arrivée d'Égiste va ramener les personnages à leur statut de mortels, mortels jaloux, mortels haineux, et donc ouvre à nouveau le cycle, puisque le meurtre du roi, accompli, roi qui a payé donc son hubris, va produire de nouveaux fruits dans la suite de cette trilogie, et la deuxième partie, ce sont les coéphores, les porteurs de libation, parce que, un meurtre est toujours châtié. Le vengeur se présente, c'est Oreste, qui gravit, donc Oreste, le fils d'Agamemnon, qui gravit le tertre du tombeau paternel. Il révèle à Électre, sa sœur, il révèle ses motifs, son désir de vengeance, autant que l'oracle d'Apollon, qui réclame le sang pour le sang et la punition du crime. Bien des désirs se trouvent en moi là d'accord, à côté des ordres du dieu, c'est le deuil profond de mon père. Oreste arrive donc déguisé au palais, et une fois de plus, la demeure du roi de Mycène voit deux nouveaux cadavres, en l'occurrence Clytemnestre et Égiste, et Oreste, comme Clytemnestre avant lui, va tenter de justifier le crime et le châtiment, mais le voilà qui déjà perd la raison quand apparaissent les Érinies. Donc que va-t-il advenir de lui? Cela se conclut, excusez-moi, dans les Euménides, les Bienveillantes, hein, qui est le nom d'un livre aussi de Jonathan Littell, pour ceux qui l'ont lu. Les Euménides, ce sont les Érinies, les déesses infernales de la vengeance, donc Mégère, Tisiphone et Alecto. Haine, vengeance et implacable, je crois, de mémoire. Que même Zeus ne peut avoir en son pouvoir, puisqu'elles sont nées du sang d'Ouranos émasculé par Chronos. Donc nous sommes avant même que Zeus n'apparaisse. C'est Euripide par la suite qui réduira, semble-t-il, leur nombre à 3. Ça n'est pas encore le cas chez Échille. Je cite les Érinies. Le lot que pour jamais m'a filé la parque inflexible. Alors, encore une fois, la parque, bon, ça c'est les tisseuses du destin. Bon, ça fait partie des choses, c'est vrai que ça peut sembler un peu délicat quand on n'y connaît strictement rien. Je cite, « Le lot que pour jamais m'a filé la parque inflexible, c'est de faire escorte aux mortels qu'une fureur a jeté dans les voies du meurtre. »
C'est donc un duel entre les dieux qui va se jouer ici, entre Apollon, qui est la parole de Zeus, parole qui engage les Olympiens, et les déesses du crime inexpiable. Elles sont ici une présence vengeresse, et Oreste bien, devra se purifier pour être pardonné des dieux. Des dieux d'accord, mais comment peut-il l'être des Érini alors que l'ombre de sa mère réclame vengeance? Voici l'hymne des Érini, enchaîneur d'âme, chant sans lyre, qui sèche les mortels d'effroi. Le rôle des déesses, c'est en fait tout simplement de décharger de la souillure punitive les Olympiens qui ont confirmé ce partage et ne peuvent normalement se déjuger. Les gloires humaines les plus augustes sous les cieux fondent et se perdent humiliés dans la terre sous l'assaut de nos voiles noirs et les maléfices de nos pas d'encens. Athéna, qui intervient, tranchera en appelant en fait le jugement des hommes, et Apollon, en tant que plaidant, va y exposer le droit nouveau face au droit ancien. Un débat divin va s'engager, un débat qui sera un débat de colère, pas forcément un débat de droit, et les Érini, par les hommes, sont finalement privés de leur proie et vont maudire le peuple d'Athènes. S'il n'a rien à redouter, quel mortel fait ce qu'il doit. Athéna saura les calmer par un nouveau pacte, elles recevront d'éternels hommages de la cité, elles deviennent dispensatrices de bienfaits, ordre ancien et ordre nouveau sont réconciliés, et donc les Érini deviennent les Euménides. Voilà pour, on va dire, les 7 pièces qu'il nous reste, les 7 tragédies qu'il nous reste d'Échille. Mais alors pourquoi est-ce que c'est important, et qu'en ai-je pensé ? Je pense que c'est assez simple. La tragédie grecque, elle est inséparable de l'histoire grecque, elle est inséparable de la religion grecque, elle est inséparable de la mythologie grecque, elle est inséparable de la cité, elle est inséparable du peuple, surtout à Athènes, oui, mais dans le monde grec en général. Le nom d'Échille est autant un nom de légende, hein, qui se perd dans le passé, autant qu'un homme de nerfs et de tendons. Les 3 grands tragiques, on en reparlera, ce ne sont pas des créations modernes, ce n'est pas le fruit d'un hasard historique qui aurait conservé les textes. Alors il est possible qu'ils fussent plus nombreux, certes, mais si des tragédiens victorieux ne sont plus qu'un écho sans voix, on n'enlève strictement rien à leur statut de personnages majeurs à leur époque même. Quand vous prenez Aristophane, les plus érudits m'excuseront, je ne me souviens plus dans quelle pièce c'est, où il les fait revenir, mais ce sont tous les 3 qui reviennent, pas un autre. Voilà, ce n'est pas pour rien. C'est un dialogue avec l'histoire. Échille, c'est l'histoire. C'est l'histoire avec un grand H, c'est aussi l'histoire dont il parle, celle qu'il a vécue, celle que le public a vécue, partagée à Marathon, ailleurs, celle qu'Hérodote raconte à la même époque. Donc comment plonger autrement, plus profondément dans l'époque de l'auteur et en explorer tout un pan des mentalités. Tout simplement parce que on l'a dit, c'est un homme contemporain des faits qu'il décrit, c'est un homme qui vit. Le tragédien, c'était aussi un homme de la tradition et de l'héritage. Quand Échille nous dit que, je cite, la cité qui garde ses hommes possède le plus sûr rempart, il est certain qu'il fait référence au mot d'Alcée, qui est un poète du siècle précédent. Et donc, Échille est un homme, d'actualité quand il écrit, il est un transmetteur aussi de ce qui fut avant, et pour ce qui vient après, inutile, je pense, de rappeler l'immense postérité du monde grec en tout, philosophie, géographie, mathématiques, histoire politique, ce que vous voulez. La tragédie et le théâtre en sont une partie, ça n'est pas une conséquence, c'est une fondation. Ça n'est pas qu'une filiation artistique, c'est toute une représentation, presque une auto-représentation de l'homme avec les dieux qui apparaît. Cette représentation, c'est pour ça aussi que j'apprécie Échille, elle a toute la force des récits qui vont... je crois, alors bien sûr sous une autre forme, mais qui vont se perpétuer jusqu'au mi-temps du XXe, les cris que ces hommes ont connus, le fracas de la bataille, les pleurs des femmes, les malheurs des blessés, l'agonie des mourants, tout ça, les citoyens soldats, ils l'ont éprouvé. Et Échille nous livre les premières visions de l'homme tragique, de l'homme face à la mort, de l'homme face aux dieux, de l'homme face au crime. Tout ça, c'est quelque chose qui deviendra fatalement, puisque c'est comme ça que l'homme est construit anthropologiquement, ça deviendra quelque chose d'éternel. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est toujours d'actualité.
C'est la profondeur donc, de la première pensée de l'homme en art, que l'on trouve chez les Grecs, représentée en scène, et au-delà de ça, et c'est aussi un contexte contemporain, la tragédie, elle est liée à l'émergence démocratique, notamment très souvent en opposant l'acteur et le cœur, elle met souvent en avant le prince pour remettre aussi en question ses choix. Et le cœur, eh bien, ça n'est jamais le peuple, hein. Le prince est toujours le seul décisionnaire du tragique. Hein, c'est toujours cette répétition de l'hérédité, ce cycle ininterrompu de la malédiction et du crime. Chez Échille, le monde du divin et de l'homme sont en complète interférence. Tout conflit, toute tragédie se joue sur deux plans. Mais ça n'est pas un monde primitif, ça n'est pas non plus une mutation du monde tellurique au monde naturel, mais ce sont deux ordres intimement liés. La cité grecque est un ordre politique, c'est un ordre familial, c'est un ordre ethnique, c'est un ordre militaire, social, dont la combinaison forme l'ordre civique. Le fragile équilibre est bâti sur le respect du divin et de l'ordre civique. Sans cela, eh bien, on tombe dans ce que les Grecs appelaient l'isonomie. Sans aucun doute, d'ailleurs, ce que l'on a perdu, tout cela n'empêche pas le crime, mais va ostraciser celui qui le connaît. Le juste antique, ça n'est pas le charitable chrétien, ça n'est pas la volonté générale moderne, c'est ce qui est ajusté à l'ordre du monde et qui respecte l'harmonie. La hiérarchie, quelque chose de naturel, l'ordre va se troubler quand un être trouble la nature, se prend pour ce qu'il n'est pas ou commet ce qu'il ne doit pas. Alors comme je l'ai dit, moi d'un point de vue personnel sur les trois, Échille est mon préféré. Très certainement, il n'a pas la maturité psychologique d'un Sophocle, il n'a pas l'originalité, la modernité, pourrait-on dire, d'un Euripide. Mais Échille, c'est un homme qui montre l'action et ses conséquences, la cité et ses rapports avec l'homme et le dieu, ou le divin. Il est, en tout cas pour moi, mon opinion, un auteur de la simplicité et de l'épique, du divin et du drame. Il oppose des valeurs simples, il base la morale sur un pilier, le rejet de l'hubris et l'importance de la modération. C'est un moraliste simple et sans superficialité, mais ça n'est pas simpliste. Alors, une fois dit tout ça, on peut comprendre la difficulté pour certains de lire du théâtre en général et de lire ce théâtre en particulier. C'est sans doute l'écueil majeur. On a une traduction qui parfois est ancienne, on a un théâtre qui est particulier, un style du langage qui est très particulier, parce qu'on est obligé de respecter aussi l'alternance de ce qui est chanté, de ce qui est parlé. J'aurais pu penser que la seule façon pour un lecteur ne connaissant pas la chose de surmonter ça, c'est un intérêt pour la mythologie ou l'histoire grecque antique. Ceci étant, je le répéterai, je peux aussi me dédire de mon propos précédent. Plus précisément, je pense que pour y entrer, il faut peut-être simplement accepter que l'archaïsme ne soit pas pris comme un modèle vieilli ou comme quelque chose de vieilli, mais comme une simple différence, pas plus. Je ne sais pas si je suis clair, mais il faut se dire que ce que vous êtes en train de lire est certes archaïque, mais essayer de s'enlever le fait que c'est très vieux pour se dire que c'est simplement très différent et essayer de l'envisager comme quelque chose d'éventuellement contemporain et qui sort des habitudes que vous pouvez avoir. En tout cas, je ne pense pas que l'on puisse prétendre connaître quoi que ce soit à ce temps, ou même dire que l'on s'y intéresse sans passer par cette lecture. Alors on pourrait aussi, une fois dit cela, de la même façon, douter de l'actualité de cet art et de son absence d'écho à notre époque. On aurait tort, et Échille a encore des choses à nous dire sur notre propre folie moderne. C'est toujours ce miroir que les anciens nous tendent et dans lesquels on peut se reconnaître ou non. Alors, le plus drôle dans l'histoire récente d'Échille, c'est ce que j'ai mis à l'écran, c'était il y a 4 ou 5 ans je crois, où une représentation des suppliantes à la Sorbonne a été impossible à cause du cran et autres UNEF pour cause de blackface, parce que dans la pièce, eh bien, les Égyptiades sont dépeints comme noirs. Alors pas de politique ici, on a eu droit à tous les clichés et concepts grotesques que j'ai pu parcourir dans les articles. Voilà, simplement ce que l'on a fait du monde. On peut sourire au moins à l'idée que voilà, il soit interdit de représenter une pièce vieille de 2500 ans à cause de la sensibilité fangeuse de quelques acéphales qui ne savent même pas de quoi Échille est le nom.
et qui viennent des terres les plus fianteuses donner des leçons aux premiers génies de la culture européenne, mais bon, je m'arrête là avant de dire des choses regrettables. Je ne sais pas si le monde, comme disait Chesterton, est rempli de vertus chrétiennes devenues folles, mais en tout cas, même les vertus païennes ne sont pas à l'abri de notre folie moderne, ce qui est, ma foi, bien triste. Bien, comme toujours, une phrase et une note pour finir. Je cite une phrase. La ruine se révèle fille des audaces interdites chez ceux qui respirent un orgueil coupable du jour où leur maison déborde d'opulence. Et pour la note, eh bien, ce sera compte tenu de la difficulté de la lecture et de tout ça, eh bien, ce sera forcément 7 contre Thèbes sur 10. Hein. Voilà, ça me paraissait couler de source. Avant de conclure, je vais me permettre juste une petite gorgée habituelle. C'est vrai que je ne l'ai pas fait à chaque vidéo du même type, mais bon, on va pas non plus multiplier les hommages. Voilà donc qui termine ce parcours, alors entamé pour le coup un petit peu plus tard, entamé en février, le mois de janvier a été sans vidéo, mais ce parcours annuel de vidéos littéraires, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres, parce que c'est quasiment le seul et unique but. Quand je fais ces présentations-là, peut-être aussi pour ceux qui ont lu certains des livres, d'avoir une analyse différente, d'avoir peut-être de faire penser, puisqu'on peut pas avoir ce mouvement, entre guillemets, on peut pas avoir de va-et-vient entre vous et moi la plupart du temps. Donc c'est moi malheureusement qui suis le seul à apporter quelque chose, en tout cas à l'heure actuelle. Mais voilà, d'essayer d'avoir peut-être pu éclairer certaines œuvres ou apporter quelque chose à quelqu'un en se disant tiens, j'avais pas pensé à cet aspect-là dans la lecture, où ça m'a donné envie, voilà, donc c'est le but. Je suis assez content de tout ça. Il nous reste donc la semaine prochaine 2 vidéos. Mercredi, Pierre viendra nous parler de Barjavel, dans ce qui sera donc la dernière réception de l'année. Et vendredi à 21h, je ferai une vidéo en forme de bilan où je vais essayer de balayer le plus large sur ce qui a été fait, sur ce qui sera fait, sur mes impressions, sur mon ressenti par rapport à ce travail-là. Ce sera une vidéo pas forcément toujours positive malheureusement, parce qu'il y a quelques points négatifs quand même qu'il faut dire. Ça a été un travail qui m'a beaucoup coûté en temps, on va dire au moins en temps, en intellect aussi, mais voilà, peut-être que c'était aussi le fait d'avoir une importante dispersion entre les thématiques et quelque chose d'assez délicat à venir, mais il y aura un temps pour tout, il y a un temps pour tout, et il y aura un temps pour en parler. Ce temps n'est pas encore venu. En tout cas, je vous remercie. Tous ceux qui écouteront cette vidéo comme d'habitude, je vous dis à mercredi, et d'ici là, eh bien écoutez, un bon début de semaine à tous et portez-vous bien.